Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo avec Anne. On s'est connus parce qu'on est toutes les deux passionnées d'astrologie c'était l'occasion de vous présenter son autre activité principale qui est autour de la communication bienveillante. J'avais pu en parler un peu, j'étais très touchée par cette pratique. Surtout quand j'étais en tant que maman avec ma fille. Donc du coup, j'ai laissé Anne se présenter. Ok, bonjour, moi c'est Anne. Et je sais pas trop comment me présenter. Moi, je suis formatrice en communication bienveillante, que moi j'aime bien appeler communication empathique. Et je suis formatrice depuis plusieurs années avant de... avant de faire de la communication empathique, en fait, je faisais de la communication interculturelle. Donc là, c'était plutôt comment aider les humains à communiquer quand ils n'ont pas la même culture et à se comprendre quand ils n'ont pas la même culture. Et maintenant, avec la communication empathique, c'est juste aider les humains à se comprendre de base, Ouais. quand juste c'est pas les mêmes humains. Et voilà, et créer du lien vraiment plus authentique et plus profond entre les humains. Donc du coup, c'est un petit peu la même. Même si le thème n'était pas le même et les outils n'étaient pas le même, c'est comme si tu continuais une activité que tu connais depuis des années. Ouais, c'est ça. Ça va être toujours en fait autour de comment on peut réussir en tant qu'humain à mieux se comprendre et à travailler ensemble, à coopérer ensemble et à être en relation. Donc, et à différents niveaux. Ouais. Donc au niveau interculturel, ça prenait plus en compte peut-être le niveau mental, le cadre de référence, etc. Comment comprendre l'autre à un niveau vraiment plus aussi intellectuel. Ouais. Et la communication non violente ou communication empathique, là c'est plus comment comprendre l'autre plus au niveau émotionnel. Donc c'est différents niveaux, mais c'est toujours la même idée derrière. Mais du coup, est-ce que tu peux présenter un peu qu'est-ce que c'est que la communication empathique pour toi? Pour moi, c'est une approche en fait qui permet avant tout de comprendre les émotions, d'où elles viennent, à quoi elles servent, et comment on fait pour vivre avec elles et pour avancer avec elles. Et en fait, ce qui m'anime beaucoup, c'est que je sais que en fait, beaucoup de projets. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très concret dans l'action, dans l'utilité, etc., sociétale et tout. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de projets en fait collectifs de tout ordre, que ce soit des entreprises ou des groupes de musique ou des groupes d'éco-habitat partagés, ou enfin voilà, tout type de groupes humains. Souvent, quand ils échouent, c'est pas parce qu'il y a un manque de compétences ou qu'il y a un manque de moyens, c'est parce qu'en fait, il y a des mésententes et des conflits et des malentendus dans le groupe entre les humains entre eux. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'anime beaucoup pour partager, pour moi me former et partager et aider les groupes avec la communication empathique. C'est permettre à ces projets et ces collaborations entre humains de vraiment voir le jour et de pouvoir perdurer sans que ça tombe à l'eau juste parce qu'il y a des conflits, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça peut permettre d'aider aussi à la communication dans le groupe, de permettre de se comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on sent, de comprendre aussi l'autre et après mieux communiquer avec ça. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est même plus que juste de la communication, en fait. C'est vraiment... ça permet de prendre en compte vraiment... Mais c'est presque même qui je suis, mais qu'est-ce que je veux exactement, pourquoi telle chose est importante pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. De comprendre l'autre aussi dans tous ces aspects-là. Donc, qu'est-ce qu'il veut lui, pourquoi c'est important ça pour lui, etc. Et comment on construit ensemble. Donc c'est au-delà de juste créer un pont entre les humains, c'est en fait déjà même créer un pont avec soi-même, quoi. Savoir, mais moi, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux dans ce projet, qu'est-ce que je veux dans cette relation, etc. Mais du coup, on peut aussi l'utiliser dans des événements. Par exemple, il y a tel événement qui m'a touchée, ou par exemple, je vois dans un groupe, on va par exemple un groupe de musique, ou s'il y a un truc qui peut nous avoir touché, qui est déjà passé, on peut aussi utiliser la communication empathique
pour travailler sur un événement déjà passé. Ouais, et ça j'aime beaucoup que tu amènes ça parce que souvent les personnes me demandent oui mais donc quand je suis sous le coup de l'émotion ou peut-être de la colère ou d'autres émotions, bah, comment je fais pour réagir bienveillant, enfin avec bienveillance etc. avec l'autre. Et en fait moi ce que je crois, enfin ce que je vis, ce que je crois et ce que je me dis, c'est qu'en fait bon bah déjà quand je suis sous le coup de l'émotion, bah je peux rien faire d'autre que faire ce que je peux. Et donc je réagis un peu comme je peux, et donc je suis contente ou pas avec ce sur quoi j'ai réagi. Mais je peux toujours revenir plus tard avec, par exemple, la personne avec qui j'ai eu une dispute, par exemple, Ouais. et là, m'expliquer, etc. Donc c'est la même chose avec un événement qui a touché ou quelque chose comme ça. En fait, sur le moment, bah, c'est ce qui est vivant qui va se passer. Donc peut-être que les personnes vont se disputer, peut-être qu'elles vont se séparer, peut-être que... Enfin voilà, on ne sait pas ce qui va se passer sur le moment. Mais avec la communication empathique, en fait, ça permet déjà pour soi plus tard de revenir sur, en repensant à ce qui s'est passé, essayer de mieux comprendre en fait pour moi qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a mis dans un tel état, c'était quoi dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était quoi qui était si important pour moi, qu'est-ce qui est toujours important pour moi aujourd'hui et comment j'ai envie d'agir par rapport à ça. Donc est-ce que j'ai envie de revenir voir la personne avec qui je me suis disputée ou pas, enfin voilà, et avec quelle énergie. Donc il y a toujours cette temporalité. En fait, la communication, c'est pas juste dans l'instant, c'est à tous les instants et il est toujours possible de revenir plus tard pour revenir sur un événement ou sur voilà, une dispute ou même pas une dispute, sur n'importe quoi qui se passe dans une relation. Mais c'est vrai que j'avais un ami qui m'avait dit que des fois, par exemple, la colère, ça peut durer des fois 3 minutes ou pas très longtemps, cet état de colère. Et des fois, moi, je me rappelle que j'avais peur justement de revenir sur un événement passé en me disant je vais me remettre dans le même état. Si j'y repense, je vais me remettre dans le même état que l'état que j'étais. Mais des fois, ça va être plus atténué en fait. Par exemple, j'ai été très très en colère au moment où j'ai vécu l'événement. En tout cas, ça m'a bousculé à l'intérieur, mais des fois, quand on vient dessus, on est après coup, et des fois, effectivement, on peut ressentir un peu de colère, mais ça peut être moins intense. Ça peut être plus facile, je sais pas, de revenir. Ouais, parce que la chose n'est pas forcément vivante. Après, la colère, j'aime bien cette émotion parce que c'est une émotion qui est un peu particulière, je trouve. C'est une émotion qui est un peu mentale. C'est-à-dire qu'en fait, elle fonctionne par rapport à ce que je me raconte dans ma tête. Et en fait, plus je me raconte des choses dans ma tête et plus ma colère, elle va augmenter. Donc plus je me dis que non, mais en fait, c'est pas normal ce qu'il a fait, mais d'où, mais c'est injuste. Et en fait, je vais continuer à me raconter des choses et ça va amplifier ma colère. Donc c'est une émotion qui est artificielle dans ce sens-là. Parce que en fait, elle n'est pas forcément liée à ce qui est vraiment vivant, elle est liée à ce que je me raconte dans ma tête, plus qu'à vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, mais du coup, la communication empathique aide à justement passer au-delà de ce petit moulin intérieur intellectuel que je peux me raconter, pour aller vraiment comprendre qu'est-ce qui se cache sous la colère. Parce que la colère, c'est une émotion qui est une émotion de protection, qui permet en fait, souvent la colère, on la décrit plus comme un mouvement vers l'extérieur. Et en fait, son utilité à cette émotion-là, c'est vraiment de faire barrière, en fait, à forcer la personne à peut-être à s'affirmer ou à dire stop ou à taper un peu du poing sur la table. Et en fait, l'idée, c'est que ça protège toutes les autres émotions et tous les besoins qu'il y a derrière. Donc en fait, il y a toujours un truc caché sous la colère à aller chercher. Et donc ça, j'aime bien cette émotion-là pour ça. Ouais, du coup, la communication empathique, ça nous donne un petit processus de pensée très simple pour arriver justement à sortir des petites boucles un peu mentales de je tombe toujours dans la même chose ou je ressasse toujours les mêmes choses et j'arrive pas à avancer. Et en fait, la communication empathique, elle nous donne une méthode et un process pour arriver à sortir de cette boucle et avancer et comprendre. Et, du coup, c'est toujours avec... c'est pas de la lutte, on va dire, d'aller justement, par exemple, la colère, aller chercher ce qui se cache derrière. Ça peut être fait avec bienveillance et un peu sans jugement, comment dire, on va pas forcément être dans la douleur d'aller rechercher ce qu'il y a derrière. Ouais, non, au contraire, ça apaise.
Donc ça demande toujours qu'il faut avoir envie de savoir ce qu'il y a derrière. J'ai pas forcément toujours envie, j'ai pas toujours les moyens, le temps ou quoi que ce soit. Mais si je suis vraiment curieuse, la communication empathique, elle va m'aider. Et effectivement, c'est pas une méthode qui est violente en fait. Ça va m'aider, mais je vais pas me forcer. C'est un mécanisme, enfin un petit process que je trouve qui est assez doux en fait. Et donc il va vraiment m'aider à m'apaiser et tout, et juste comprendre quoi. Mais c'est vrai que des fois, on a, dans notre culture ou dans notre éducation, on n'a peut-être pas forcément toujours l'habitude d'aller écouter ce qu'on a besoin ou ce qu'on a envie. Des fois, on peut être justement, moi par exemple, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui font beaucoup pour les autres, qui écoutent beaucoup les besoins des autres, ce que les autres attendent d'eux. Même moi, j'ai pu être comme ça avant, mais du coup, c'est vrai que peut-être que ça demande un entraînement d'aller écouter qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens, juste qu'est-ce que je ressens. D'écouter, comme tu dis, des fois la colère ça peut être une protection, mais des fois on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir ce qui se cache derrière, si je ressens de la tristesse, ou si je ressens de la peine, ou si je ressens... on n'a pas forcément l'habitude. Ouais, c'est sûr. Et puis, donc ça, c'est en fonction du vécu et aussi de la culture du pays. Enfin, je trouve qu'en France, on n'est pas une culture qui, justement, a beaucoup de savoir ou d'importance. Et enfin, voilà, sur les émotions, je trouve qu'on n'est pas très bon, entre guillemets, en France. On ne les prend pas trop en considération. Je trouve qu'on est très intellectuel. Mais bon, ça, après, c'est mes croyances à moi. Mais en tout cas, moi, en France, j'ai pas appris à comprendre mes émotions et à les écouter, pas du tout. En fait, quand j'ai grandi, moi, enfin toute ma vie en France, à chaque fois qu'on me demandait comment ça va, j'étais toujours bah ça va. Et en fait, mes émotions c'était encéphalogramme plat. Ça allait toujours bien, c'était toujours dans le positif, mais c'était toujours plat comme ça. Et en fait, j'ai fait un séjour en Bulgarie il y a quelques années, où j'ai vécu là-bas pendant 1 an. Donc j'ai rencontré plein de Bulgares et un peu la culture là-bas. Et eux, les émotions, ils connaissent bien. Et du coup, ça m'a un peu fait un vrai choc culturel où du coup, j'ai un peu... Enfin, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, ça m'a amené, moi, à découvrir en fait ce monde un peu des émotions et comment ça fonctionne. Et c'est très intéressant, enfin pour moi, c'était très intéressant de faire ce chemin-là en tant qu'adulte, parce que j'ai vraiment dû apprendre consciemment à savoir discerner mes émotions. Donc avant, j'avais aucun discernement vu que c'était comme ça tout le temps. Et en fait, j'ai dû apprendre, ah bah tiens, quand je ressens telle sensation corporelle, en fait, ça veut dire que c'est telle émotion. Et celle-là, c'est une autre. Et en fait, j'ai dû faire cet apprentissage vraiment pas à pas en tant qu'adulte, avec ma conscience d'adulte, au lieu de les découvrir peut-être plus inconsciemment en grandissant en tant qu'enfant et que ce soit quelque chose de naturel. Donc c'est intéressant de faire ce chemin en tant qu'adulte, parce que du coup ça me donne vraiment un regard très lucide sur comment ça fonctionne en fait, et comment dans le corps on peut repérer, et voilà. Mais ouais, c'était pas facile de le faire. Mais c'est vrai que moi j'ai appris aussi différemment que toi, mais à connecter à ce que moi je ressens, on va dire un peu mes sens, mais sur les besoins et les envies. Et c'est vrai que moi ça m'a permis aussi par la suite à me connecter plus à ce qui me fait plaisir. Justement, comme tu disais que tu te sentais comme ça, moi ça m'a permis de sentir qu'il y a certaines choses qui me font aller un pic vers le haut où je me sens vraiment super bien. Et des fois des pics vers le bas où là, non, je sens que soit c'est pas pour moi ou ça me fait vivre des émotions, de la tristesse et que c'est plutôt down, vraiment pas cool. Et en fait, ça m'a permis aussi, moi, de me connecter plus à ce qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et on dit souvent ce qui me fait plaisir ou ce qui me fait vibrer. Et en fait, quand je vibre, il y a du mouvement. C'est un peu en fait, quand je me sens vivante. Et je me sens avec plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Donc vraiment, c'est un peu quand je me sens vivante. Et en fait, pour moi, c'est à ça qu'elles servent, les émotions. Et en communication empathique, la base en fait de la communication empathique, c'est de se dire que les émotions, elles viennent pas de l'extérieur. C'est pas le monde ou les autres qui vont me créer des émotions. En fait, elles viennent de l'intérieur de moi.
Parce que j'ai des besoins, j'ai plein de besoins à tous les instants. Et en fait, quand ces besoins-là sont satisfaits, je vais avoir des émotions plutôt agréables. Et quand ils sont pas satisfaits, je vais avoir des émotions désagréables. Donc en fait, les émotions, elles sont juste une utilité. C'est juste une information pour me dire, ok, continue dans cette direction, tes besoins sont satisfaits, c'est bien, on y va. Ou non, arrête tout, on n'y va plus là, c'est pas pour toi, tu vois. Donc du coup, ça aide vraiment même à trouver son chemin de vie et quoi faire. C'est pour ça que je dis au départ, je disais mais qu'est-ce que je veux dans la vie, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment mes émotions, elles vont m'aider à savoir ça. Oui. Voilà. Donc si quand je pense à quelque chose, je ressens plutôt des émotions agréables et plein d'énergie et je sens que je souris ou des trucs comme ça, bah c'est que c'est un truc qu'il faut que je continue et que c'est bien pour moi. Et voilà, si ça me fait pas ça, bah soit c'est pas pour moi, soit c'est pas ça qui va me rendre super heureuse, quoi. Ouais. En très résumé, c'est à quoi ça peut servir. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, qui m'a passionnée dès que j'ai eu ma fille, justement, comme moi, je me rendais compte que j'écoutais pas trop mes besoins, je voulais vraiment, moi, déjà écouter mes besoins, mais aussi lui apprendre à elle écouter ce qu'elle pouvait ressentir, les émotions qu'elle pouvait sentir. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager par rapport à ce sujet ou... Oui, parce que, alors, en fait, ça m'a fait un peu tilt quand tu as dit voilà, que toi, tu t'intéressais à essayer de savoir, toi, de quoi tu as besoin, ce que tu ressens, etc., pour pouvoir accompagner aussi ton enfant. Et ça, c'est des réflexions que j'ai parfois en atelier des gens qui me disent mais quoi, mais comment ça s'intéresser à ce qui se passe pour nous, c'est super égoïste, c'est égocentré, enfin voilà, il y a plein de jugements, je trouve, encore une fois, enfin c'est peut-être plus en France, ailleurs c'est peut-être pas forcément comme ça. Mais en tout cas, en France, culturellement, c'est vu comme assez égoïste et égocentré de penser à soi, de penser à ses besoins, de s'occuper de soi et tout ça. Et en fait, moi, je trouve, mais pas du tout. En fait, au contraire, c'est plus je vais passer de temps à moi me comprendre, à moi accepter ce qui se passe, à moi, voilà, gérer mes émotions et faire du tri, voilà, pour moi de ce qui se passe dans ma vie, etc. En fait, mieux je vais être avec moi-même et beaucoup plus disponible je vais être avec les autres. Donc en fait, je suis beaucoup plus patiente, pédagogue, compréhensive et mes relations en général se passent beaucoup mieux depuis que je passe plein de temps, moi, à essayer de comprendre ce qui se passe pour moi et à faire, à prendre du temps, en fait, pour moi, pour être seule avec ça et comprendre. Et ça, c'est... Alors après, c'est un conseil... c'est un conseil que je donne, je sais pas s'il est vraiment applicable pour tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'adore faire. J'adore passer du temps seule. J'adore... passer du temps à rien faire, entre guillemets, à réfléchir avec, en plus, ces petits outils que j'ai de la communication empathique. Et en fait, ben, ça me permet vraiment de... Comment dire? En fait, ces moments-là, c'est un peu comme si je me vidais... si dans la vie de tous les jours, c'est super, c'est très rapide le rythme, il se passe plein de choses, etc. Je suis là, pouf, 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 je remplis un rapport de tous les trucs de la vie là. Et en fait, chaque fois que je fais que je passe du temps avec moi-même, moi j'aime beaucoup être seule aussi, dans le calme et tout, et que je reviens sur ok, comment je me sens, de quoi j'ai besoin en ce moment, qu'est-ce qui me fait plaisir, etc. Bah pof, j'ai mon bol émotionnel qui se vide petit à petit et je retrouve en fait du calme, de l'apaisement. Et après, quand les gens viennent me voir et que je suis vraiment complètement dispo, bah du coup, c'est hyper facile d'être super cool avec eux et d'avoir envie d'être avec eux ou elles, etc. Et donc, moi, ce que j'aime bien, et enfin, donc il y a ce truc-là de en fait juste avoir régulièrement des moments où je peux être juste seule avec moi-même, même si j'ai pas le temps ou l'énergie d'aller m'analyser entre guillemets, même si c'est pas m'analyser en fait, la communication empathique, ça va juste être m'écouter. Je vais pas chercher à analyser, disséquer tout ce qui m'arrive, en fait, je vais juste observer, écouter ce qui m'arrive et avec un petit peu d'aide de la CNV, enfin, je vais tout de suite comprendre en fait ce qui est en train de se passer.
donc sans aller me torturer l'esprit pour essayer de comprendre. Et donc avoir des rendez-vous régulièrement comme ça, des fois même dans un agenda, parce que les gens qui ont un boulot, une famille, etc., c'est compliqué d'avoir du temps seul pour soi, etc. Mais des fois ça peut être voilà, se bloquer 15 minutes, une demi-heure, une heure, ça dépend combien de temps on a, mais des fois de se bloquer des petits moments comme ça dans l'agenda régulièrement. Ouais. En fonction de ce qui est possible. Mais ça peut être juste dans la voiture, en rentrant, arrêter la voiture. Je sais que des fois, moi, ça m'arrive. Je sais que j'enchaîne les rendez-vous. Ben, des fois, je me gare et je sais que j'ai 15 minutes à attendre le prochain rendez-vous. Et même dans ma voiture, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir la vie de tous les jours, plein de le boulot, les enfants, la famille. Des fois, moi, je le prends aussi dans la voiture. Je me dis, bah là, j'ai 15 minutes devant moi. Ben, je fais un peu comme toi, d'écouter en fait. D'écouter ce qui vibre. Et pour justement, des fois, calmer ce qui a pu se passer avant. Il peut y avoir eu plein d'événements. Écouter ce qui vient là pour après être en meilleur état juste après, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, j'aime bien parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec justement les gens qui sont beaucoup au contact d'humains, en fait, tout le temps, que ce soit dans les métiers de l'accueil, que ce soit des personnes qui enchaînent des rendez-vous, que ce soit des métiers des RH, d'assistants, enfin d'aide à domicile, infirmiers, enfin voilà, tout ça. Et en fait, pour moi, c'est des personnes à qui on demande d'être constamment disponible pour les autres. Et pour moi, en fait, ça demande beaucoup d'énergie, en fait, en tant qu'humain, d'être disponible. Et du coup, j'aime beaucoup travailler avec ces personnes-là sur justement un peu des méthodes ou à comment accorder une attention à sa propre disponibilité à soi. Enfin, à quel niveau j'en suis là avant d'enchaîner les rendez-vous, etc. Donc j'ai bossé pas mal avec là du personnel de crèche, par exemple, sur ça. Sur comment tu gères ta propre disponibilité dans la journée pour pas en fait enchaîner un peu comme sans respirer toute la journée avec tous les rendez-vous et puis à la fin de la journée t'en peux plus et tu lâches tout sur les gens qui sont là à ce moment-là, donc c'est les enfants qui prennent, c'est le conjoint, la conjointe, enfin voilà. Et en fait on n'est pas obligé de vivre ça, il y a des moyens de vivre ça de façon plus douce et voilà. Et en fait ce qui est magique, donc ça, moi, j'aime beaucoup l'auto-empathie. C'est ça, en fait, c'est s'écouter soi et voilà, juste prendre un petit peu, même des fois, c'est des microsecondes, juste pour vérifier dans quel état je suis. Ça s'appelle de l'auto-empathie. Et un truc que j'aime bien faire, moi, c'est savoir, bon, vas-y, de 0 à 5, mon bol émotionnel, j'en suis où, quoi. Parce que là, je suis, je suis à 5, c'est genre alerte rouge. Faut que je vois personne, faut que je me prenne au moins 5 minutes pour être tranquille et décompresser ou je sais pas, respirer ou penser à autre chose. Enfin, voilà, je sais que là je suis dans un état où ça va être dur pour moi en fait d'être disponible pour les autres. Et voilà, et moins j'ai de numéros, plus je suis proche de 0 et plus je me dis ok, là ça va, je suis dispo, je peux y aller, j'ai pas besoin de prendre un petit temps pour moi. Voilà, et même de faire ça, ça prend juste quelques secondes. Et en fait, juste de faire ça, je me sens déjà un petit peu mieux. Ça, c'est une autre chose que j'ai appris aussi avec la communication empathique et toujours avec les émotions. C'est qu'en fait, comme les émotions, elles ont un message à me donner, une information à me donner, tant que je ne l'écoute pas, elles vont me la dire de plus en plus fort. Parce que c'est vraiment important, il faut vraiment que j'écoute leur message. Et c'est leur mission, en fait, c'est de me faire entendre le message. De ce qu'il faut que je fasse ou pas, ou voilà. Et du coup, tant que j'ai pas écouté le message, elles vont y aller plus en plus fort. Et du coup, ça va être de plus en plus dur pour moi de pas les écouter, de pas voir ce qui se passe. Donc en fait, quand je fais ce truc là de 0 à 5, même si je vais pas précisément voir quelle est l'émotion, quel est le message et tout, au moins je sais le niveau d'intensité, mon corps un peu ou mes émotions savent que ok, elle nous a regardé un petit peu, on va rebaisser en intensité, on remontera quand ça fera trop longtemps qu'elle aura pas vérifié comment on va et voilà. Donc ça, l'auto-empathie en fait c'est utile juste pour ça. S'écouter soi, ça permet de redescendre en pression ou en intensité d'émotion parce qu'elles ont été vues, entendues un petit peu au moins.
c'est vrai que tout à l'heure tu parlais d'égoïsme et que peut-être s'écouter soi, on peut le sentir comme de l'égoïsme. C'est vrai que j'avais fait déjà une vidéo à ce sujet-là sur l'ego, un peu l'égoïsme, etc. Et c'est vrai que là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à une cliente, mais en fait, plus tu t'écoutes, après, ça fait comme un soleil, en fait. C'est plus on s'écoute et on prend justement ce temps-là pour soi, plus après on sera en capacité aussi de donner, aux autres. J'aime bien les images des fois. Et c'est vrai que j'avais cette image du soleil, en fait. C'est plus je vais prendre soin de mes besoins et de m'écouter justement de comment je me sens, justement si j'arrive à savoir que là je suis à 5, et ben juste prendre ce temps-là de valider et ben, peut-être redescendre d'un cran, et ben en fait ben peut-être que la personne qui vient juste après avec qui je vais parler, ben peut-être que c'est pas elle qui va apprendre que ben ça a été la personne de trop et là je suis trop fatiguée, je suis trop énervée ou je suis trop ci ou je suis trop ça. Et peut-être que juste de prendre une microseconde pour écouter ça, ben en fait ça me permet de, de donner autre chose à l'autre aussi. Donc je trouve que c'est pas égoïste de s'écouter un peu et d'écouter ce que je sens et d'écouter ce que je ressens parce que du coup l'autre il a forcément des bienfaits à ce qu'on prenne ce temps-là. C'est ça. Et puis moi aussi, hein, enfin, je suis pas obligée de me faire violence à chaque fois dans mes journées pour enchaîner, pour faire tout ce que j'ai à faire. Enfin, ça c'est un peu ce que on croit que ça nous demande, etc. Mais en fait, prendre ce temps-là, ça permet aussi que pour moi, ce soit plus agréable. Donc l'autre en bénéficie, mais moi aussi. Donc voilà, quand même. J'ai pas envie de m'oublier en fait dans la vie, quoi. Le système. Je sais pas si je pense à d'autres choses. Ben, je pense que déjà on a partagé beaucoup de choses autour de la communication empathique. Beaucoup peut-être de petits conseils cachés à bien écouter, mais déjà de prendre le temps de s'écouter. Mais dans tous les cas, je remettrai tes coordonnées en dessous de la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Je vous invite à aller la contacter. Mais je sais pas si tu as envie de rajouter un dernier truc ou un... Enfin, il y a quelque chose qui me vient, mais alors je sais pas si c'est vraiment en lien avec la CNV, mais il y a une citation qui me vient en fait de Gandhi qui disait entre passivité et violence, je choisis la violence. Et en fait, j'aime bien cette citation parce que pour moi, j'ai l'impression parfois d'avoir beaucoup d'injonctions à la bienveillance et qu'en fait, il faut être bienveillant et gentil avec tout le monde, etc. Et donc déjà, moi, c'est pas du tout comme ça que je vis la communication empathique. En fait, j'ai envie d'être bienveillante que avec les... Enfin, j'ai envie ou pas en fait d'être bienveillante. Je suis pas obligée d'être bienveillante. Je choisis les relations avec lesquelles je suis bienveillante. Et il y a d'autres relations avec lesquelles j'ai pas envie d'être bienveillante et j'ai pas envie de faire d'efforts. Et du coup, je fais pas d'efforts et c'est pas grave. Mais quand j'ai vraiment envie qu'une relation s'épanouisse et voilà et se passe bien, bah, j'ai les moyens j'ai les outils et les moyens de le faire. Et aussi, moi je pense que la communication empathique, c'est un outil ok pour soi-même et pour gérer les relations avec ses proches, etc. Mais c'est avant tout un langage de paix. Et en fait, ce qui a été voulu à la base par la communication empathique, c'est permettre aux humains de coopérer plutôt que de vivre la guerre, les conflits pour des intérêts plus ou moins personnels, enfin bref. Et donc particulièrement, vu le monde dans lequel on vit en ce moment, avec la guerre partout, le climat et tout ça, je me dis, mais on a vraiment besoin de savoir coopérer en ce moment. En fait, moi, autour de moi, il y a plein de personnes qui sont très compétentes, et en fait, dont les compétences ne sont pas exploitées à fond, parce qu'elles sont dans des boulots qui ne sont pas exactement ceux-là, ou parce que les processus de décision ils sont trop longs, ou personne ne les écoute, enfin voilà, c'est... Et du coup, ça m'agace beaucoup, parce que je me dis, mais non, il y a quelque chose à faire, en fait, la communication empathique, c'est pas juste s'écouter, en fait, c'est s'écouter pour faire, et pour faire mieux, et pour agir, en fait, sur le monde, et avoir vraiment un impact, et un changement social aussi, quoi. Donc, voilà, cette citation de Gandhi-là, elle m'est venue, plutôt que de... Déjà, il y a juste rien faire et accepter ce qui se passe, mais il y a aussi s'écouter, et s'écouter,
c'est pas la dernière des choses à faire, c'est s'écouter pour agir. Ouais. Et pas oublier ce truc-là, quoi. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'être gentil avec tout le monde, mais c'est vraiment coopérer, quoi. Je trouve que coopérer, il n'y a pas forcément cette connotation comme dans la bienveillance, communiquer avec bienveillance. C'est coopérer, c'est effectivement je m'écoute, peut-être que j'écoute aussi les besoins de l'autre et les envies de l'autre, et qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble pour que ça impacte, que ce soit pour la société, le climat, les temps de guerre. C'est comment on essaye de faire ensemble, mais on n'est pas obligé d'être dans le monde des bisounours, on va dire, et tout le monde doit s'aimer, tout le monde doit s'embrasser, se faire des câlins, et tout va bien, quoi. Ça me fait penser à ça, c'est vraiment coopérer, comment est-ce qu'on peut faire ensemble. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, je trouve que c'est une belle fin de finir là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça me va. En tout cas, je vous dis à très vite. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je remets ces coordonnées en dessous la vidéo. Donc, je vous dis à très vite.